Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La Cour pénale internationale ouvre une enquête relative au Soudan. La juridiction va mener des investigations sur de possibles crimes de guerre au Darfour, à l'heure où le pays est toujours à feu et à sang. Un conflit qui perdure depuis le 15 avril. Le lancement prochain au Ghana d'un dispositif d'autodépistage du VIH. Pour l'occasion, une cérémonie est prévue le 19 juillet prochain avec pour thème « Testez-vous, connaissez votre statut ». Et puis focus sur la 45e Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football. Au niveau économique, le bilan 2022-2023 est réjouissant pour la CAF qui a enregistré une hausse de ses revenus commerciaux de l'ordre de 17%. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, les tensions montent au Kenya entre manifestants et forces de l'ordre. Lors d'une nouvelle manifestation organisée par l'opposition le 12 juillet, 9 personnes sont décédées. Des violences qui ont aussitôt fait réagir la Commission nationale kenyane des droits de l'homme. L'institution a critiqué la police, l'accusant d'usage excessif de la force. Des violences qui se sont aussi manifestées par des tirs de gaz lacrymogène, des pillages ou encore des jets de pierre. Face à ce lourd bilan, l'autorité indépendante de surveillance de la police du Kenya a annoncé ce vendredi l'ouverture d'une enquête. Autre chiffre important, plus de 300 arrestations ont été enregistrées à la suite de ces mobilisations qui avaient été interdites par le gouvernement. Malgré ce lourd bilan, l'opposition promet de nouvelles manifestations. Notons qu'elles ont été initiées à l'appel de Raila Odinga, le candidat malheureux à la présidentielle de 2022, en vue de protester contre la nouvelle loi des finances. 3 mois maintenant que le Soudan est plongé dans le chaos en raison d'une guerre de pouvoir entre généraux. Au milieu de ces violences, l'histoire semble se répéter au Darfour puisque la Cour pénale internationale a annoncé ce 13 juillet l'ouverture d'une enquête sur de possibles crimes de guerre commis au Darfour, région située à l'ouest du pays, la deuxième en moins de 20 ans. Gladys Momba. L'escalade de violence au Soudan préoccupe la communauté internationale. La CPI, Cour pénale internationale, a annoncé le 13 juillet l'ouverture d'une enquête sur de possibles crimes de guerre au Darfour, la deuxième du genre puisque la CPI avait déjà été saisie en 2005 par le Conseil de sécurité de l'ONU pour de possibles crimes de guerre dans cette même région soudanaise. Nous devons montrer que nous offrons plus que des mots et des promesses. Nous devons montrer une action démontrable. Et j'ai dit que cela sera déterminé, pas par la puissance et l'efficacité des enquêtes, ni même par la délivrance de mandats d'arrêt, si les juges de la CPI examinent toutes les demandes que nous présentons et sont obligés de délivrer ces mandats, mais par une véritable justice devant les tribunaux pour séparer la vérité de la fiction et rassurer les habitants du Darfour que leur vie signifie quelque chose. L'annonce de l'ouverture d'une enquête sur de possibles nouveaux crimes de guerre au Soudan résulte de la découverte d'une fosse commune dans le Darfour occidental par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Les corps d'au moins 87 membres de l'ethnie massalite et d'autres qui auraient été tués le mois dernier par les forces de soutien rapide et leurs milices alliées au Darfour occidental ont été enterrés dans une fosse commune à l'extérieur de la capitale de la région, El Geneina, sur ordre des forces de soutien rapide. La population locale a été forcée de jeter les corps dans une fosse commune, privant les personnes tuées d'un enterrement décent dans l'un des cimetières de la ville. Les forces de soutien rapide du général Emeti n'ont pour l'instant émis aucun commentaire concernant ces accusations. Les affrontements armés qui opposent les paramilitaires à l'armée régulière du général Al-Bourhan depuis le 15 avril dernier ont entraîné une grave crise humanitaire avec près de 3000 morts et environ 3 millions de déplacés. Et alors que la guerre s'enlise au Soudan, l'Égypte a accueilli le 13 juillet un sommet des pays voisins de Khartoum. Préoccupés par l'afflux de réfugiés, ces États ont aussi fait part de leur crainte d'une régionalisation du conflit. Les dirigeants du Tchad, de l'Éthiopie ou encore de la Centrafrique ont donc planché sur des solutions pour aboutir à une sortie de crise. Marie-Raphaël Antolo.
Le jeudi 13 juillet s'est tenue en Égypte une réunion des pays limitrophes au Soudan affectés par la guerre. Cette rencontre a ainsi permis aux différentes autorités présentes de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour ramener la paix au Soudan. Pour tous les leaders présents à cette rencontre, notamment les présidents et chefs de gouvernement de la Centrafrique, le Soudan du Sud, l'Érythrée, le Tchad, la Libye, le Soudan, l'Éthiopie, il est impératif de contenir cette crise avant qu'elle ne transcende davantage des frontières. Le 15 avril 2023, alors même que le pays était sur la voie de la normalisation avec un processus de dialogue prometteur entre toutes les forces vives de la nation, constitue pour nos régions, sous-régions et surtout pour les pays voisins une menace et un défi qui compromettent la stabilité, l'intégration régionale et le développement. Comme tout conflit, les conséquences sont désastreuses sur la population, contrainte à un déplacement massif, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Soudan. À Khartoum, dans la capitale soudanaise, l'économie tourne au ralenti et des infrastructures ont été détruites dans les combats selon des sources officielles. L'agence de notation financière a d'ailleurs mis en garde les banques multilatérales régionales contre le risque d'abaissement de leurs notes en cas de conflit prolongé. Des experts indiquent par ailleurs que le Soudan du Sud est le voisin qui a le plus à perdre dans l'immédiat au cas où cette guerre se prolonge. L'inflation actuelle au Soudan se situe d'ailleurs à 63,3%. Les affrontements qui se déroulent au Soudan constituent pour mon pays, mais aussi pour tous les pays voisins, une grande source d'inquiétude. Le Tchad n'a cessé de déplorer la détérioration de la situation, la destruction des édifices publics, les attaques contre les civils innocents, le ciblage des établissements des services sociaux de base. Rappelons que c'est depuis le 15 avril que le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan est en guerre contre le général Mohamed Hamdan Daglo, qui dirige les paramilitaires des forces de soutien rapide au Soudan. Ce conflit a, selon des sources officielles, déjà fait plus de 3000 morts et 3 millions de déplacés et de réfugiés. Et sachez qu'en marge de ce sommet, un tête-à-tête a eu lieu entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et son homologue éthiopien Abiy Ahmed. Les échanges ont porté sur le barrage de la Renaissance qui oppose depuis une dizaine d'années les deux États. À ce propos, les différentes parties prenantes se sont entendues sur un délai de 4 mois pour aboutir à un accord. Dans l'actualité également, l'opposition a maintenu sa marche en Centrafrique ce 14 juillet. Le bloc républicain pour la défense de la Constitution a finalement défié l'interdiction de cette mobilisation émise par le ministère de l'Intérieur. Les motifs invoqués, la situation sécuritaire et le caractère subversif de cette marche. Les partisans de la coalition étaient appelés à se rassembler ce vendredi pour protester contre le projet de nouvelle constitution. Le porte-parole du BRDC, Martin Ziguélé, a reproché au gouvernement son silence alors qu'il a été sollicité pour l'encadrement de ce rassemblement. Un reproche également adressé à la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique. Rappelons que la date du référendum constitutionnel a été fixée au 30 juillet 2023 par décret du gouvernement. L'actualité, c'est aussi la première réunion du Parlement en Sierra Leone, une session marquée par le boycott de l'opposition. Plusieurs membres du Parti du Congrès de tout le peuple ont refusé de prêter serment, exception faite pour l'élu Mohamed Bangoura. À l'issue des élections législatives du 24 juin dernier, l'APC avait obtenu 54 sièges contre un peu plus de 80 pour le parti au pouvoir, le Parti du peuple de la Sierra Leone. Une défaite amère pour le leader de l'opposition, Samura Kamara, arrivé second à la présidentielle de juin dernier. L'opposant avait rejeté ces résultats, dénonçant, je cite, des irrégularités flagrantes et des violations du processus électoral. Rappelons que le Parlement est de nouveau dirigé par Abbas Chernor Boundou. Segepo Thomas a lui aussi été réélu au poste de vice-président. Rappelons également que l'APC a indiqué qu'il ne contesterait pas les résultats en raison, je cite, du manque d'impartialité et de compétence du système judiciaire sierra-léonais.
Quel avenir pour le partenariat minier liant l'Afrique à l'Europe? La question était notamment au cœur des discussions lors de la 6e édition du MOTA tenue à Paris les 12 et 13 juillet. L'occasion pour les États africains de mettre en avant leur potentiel minier, un potentiel qui ne peut aujourd'hui être développé sans le respect des normes ESG, un sujet de la rédaction. Ministres, représentants d'institutions ou encore investisseurs y ont répondu présents. Paris abritait les 12 et 13 juillet la 6e édition du MOTA, Mining on Top Africa, un événement placé cette année sous le thème l'avenir de l'exploitation minière. Dans cette optique de partenariat gagnant-gagnant avec l'Europe notamment, le continent africain entend développer davantage son potentiel minier encore peu exploité, notamment dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest. Pour attirer les investisseurs, une révision du code minier était donc nécessaire pour certains pays comme le Bénin, une révision qui est toujours d'actualité. Nous avons fait un stop pour pouvoir intégrer donc les dernières recommandations donc de l'UEMOA et de la CEDEAO, qui permet donc à tous les pays de pouvoir prendre ce volet, le volet artisanal dans nos codes. Donc nous avons donc freiné, on a fait un arrêt pour pouvoir intégrer ça et nous sommes en train de repartir là maintenant pour le faire adopter au niveau du gouvernement et l'envoyer par la suite donc pour être approuvé à l'Assemblée nationale. Donc une fois ça terminé, je pense qu'on aura fini ainsi de faire la mise en place de tout le cadre institutionnel pour accompagner donc le minier. Cela n'a pas empêché que la promotion que nous avons faite de notre secteur minier depuis en 2018 puisse attirer des investisseurs. Que ce soit dans le domaine de l'or aujourd'hui, nous avons attribué jusqu'à 10 permis. Développer le potentiel minier, mais à quel coût environnemental ? À l'heure où les problématiques liées à l'environnement sont au cœur des préoccupations, la question d'une mine durable et responsable ne peut aujourd'hui être dissociée des normes ESG, environnement, social et gouvernance. Dans ce contexte, le secteur minier africain est aussi sollicité pour répondre à un enjeu crucial de la transition énergétique, la demande croissante en minéraux critiques tels que le cobalt, le lithium ou encore le cuivre. Un défi important dans la mesure où d'ici 2030, ces besoins devraient plus que doubler, selon l'Agence internationale de l'énergie. On va continuer à répondre aux besoins du marché européen en matière de matériaux critiques et surtout à tous les matériaux, toutes les matières premières qui contribuent à la transition énergétique, que ce soit le lithium, le cobalt, le nickel, les terres rares. Je pense qu'il y a beaucoup de pays en Afrique ont commencé à intensifier les programmes d'exploration pour pouvoir mettre en évidence des réserves prouvées qui pourront être exploitées et répondre à cette demande forte de la transition énergétique sur les marchés européens. Donc il y a des perspectives bonnes, des perspectives à suivre de près, mais ce qui est sûr, c'est que les investisseurs vont anticiper sur la production de ces commodités pour pouvoir répondre à la demande qui ne fait que croître. Si les pratiques ESG sont aujourd'hui indispensables pour les acteurs évoluant dans le secteur minier, il est tout aussi important de les améliorer. Une amélioration qui passe notamment par la digitalisation et les nouvelles technologies, des thématiques qui ont aussi été abordées lors de la 6e édition du MOTA. Le Ghana renforce sa lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine. Le 19 juillet prochain, un dispositif d'autodépistage du VIH sera officiellement lancé. Cette riposte, soutenue par le programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, a déjà porté ses fruits. Entre 2001 et 2014, le pays d'Afrique de l'Ouest a enregistré une diminution de 53% des nouvelles infections à VIH selon ONU-Sida. Marie-Raphaël Amtol. Les autorités ghanéennes vont officiellement lancer le dispositif d'autodépistage du VIH dans le pays dénommé HIV-ST. Ce lancement prévu le 19 juillet a été annoncé par le Ghana Health Service, le Ghana HIV/AIDS Network et le Fonds mondial. L'autotest du VIH est l'une des innovations les plus récentes dans la gamme des stratégies visant à encourager les personnes à connaître leur statut sérologique. L'un des principaux obstacles qui entravent le dépistage du VIH est la peur qui est généralement occasionnée par les niveaux élevés de stigmatisation envers les personnes dont le test de dépistage du VIH est positif. Pour cette raison, il est parfois difficile pour les individus de se rendre volontairement dans les établissements de santé pour se faire tester. Selon des estimations officielles, dans le monde, seulement 70% environ des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. La connaissance du statut sérologique des individus est d'ailleurs devenue un obstacle majeur à la stratégie mondiale visant à mettre
mettre fin au sida d'ici 2030 selon l'Organisation mondiale de la santé. Actuellement en Afrique, des pays comme l'Afrique du Sud, le Lesotho, l'Eswatini, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont déployé avec succès des initiatives VIH-ST. Actuellement, certains experts en santé publique ont averti que, compte tenu de la tendance à l'augmentation des nouvelles infections à VIH, le pays risque de ne pas atteindre les objectifs de l'ONU-SIDA d'ici 2030. L'introduction du test d'autodétection du VIH a été saluée par de nombreux experts. Ceci est en fait un changement potentiel dans l'extension des activités de dépistage du VIH. Pour sa part, la Ghana AIDS Commission a rapporté qu'il y a plus de 350 000 personnes vivant avec le VIH. Cependant, seulement environ 71% d'entre eux sont au courant de leur statut. Les 29% restants, par conséquent, posent une préoccupation majeure car ils peuvent, sans le savoir, propager le virus, selon la Commission. L'actualité sportive pour finir avec la 45e Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football à Abidjan. Temps fort de cet événement, un bilan des activités de l'organisation qui s'est félicité de la hausse de ses revenus commerciaux enregistrés en une année. Entre 2022 et 2023, la CAF a cumulé 125,2 millions de dollars de recettes. Les détails avec Esther Conan. Les revenus commerciaux de la Confédération africaine de football ont connu une hausse de 17% entre 2022 et 2023, se situant à 125,2 millions de dollars. Un résultat dont se félicite l'organisation, mais qu'il faut améliorer selon son président. Et notre objectif clé est de veiller à ce que la qualité du football africain, son attractivité et sa viabilité économique se développent. Nous faisons des progrès en ce sens, mais beaucoup reste à faire. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a signifié la grande importance revêtue par l'accueil à Abidjan de la 45e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football le 13 juillet. Un événement annonciateur de bien d'autres. La réunion de ce jour s'inscrit dans la tradition des Assemblées générales de la CAF, mais elle revêt à nos yeux une importance toute particulière. Au plan symbolique, il s'agit de la toute première Assemblée générale ordinaire organisée par la Confédération africaine de football dans notre pays. Mais plus encore, cette Assemblée générale marque le tournant qui fera de la Côte d'Ivoire, notre pays, le centre névralgique du football africain au cours des prochains mois. J'en veux pour preuve. Tirage au sort de la phase éliminatoire de la Coupe du Monde FIFA 2026 Zone Afrique. Jamais auparavant, notre pays n'a connu un calendrier d'événements sportifs majeurs aussi riche sur une telle période. La Côte d'Ivoire, en plus d'abriter du 13 janvier au 11 février 2024 la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, accueillera le tirage au sort de la compétition le 13 octobre 2023, ainsi que l'organisation de la phase finale de la Champions League féminine du 5 au 19 novembre 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.